Alors, écoutez, bienvenue à tous. Ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux. Moi, je m'attendais à une vingtaine de personnes, hein, sincèrement. Là, je vois qu'on est plus de 40. Le bar est quasiment plein à craquer. Ça fait vraiment plaisir. Il a fallu attendre que tout le monde commande. C'est très très bien. On remercie Aline qui nous reçoit ce soir. Kamal. Et alors, c'est une première, hein, première conférence du Varrois Patriote. Je passe un petit bonjour à nos viewers, à ceux qui verront cette vidéo sur YouTube, Facebook et quelques extraits. Donc il faut le dire, abonnez-vous, likez, commentez. Voilà, c'est fait. Partagez. Et partagez, et partagez. Et diffusez. Bon, Et publiez. on est bon, on est bon. Donc pour cette première conférence, nous recevons Michel Avare, dont je vous ferai une petite présentation tout à l'heure. Voilà un petit peu le déroulement de la soirée. Tout d'abord, nous allons donc avoir cette conférence qui va durer à peu près entre 3/4 d'heure et 1 heure. Ensuite, nous aurons un petit temps de questions-réponses. Donc merci durant la conférence de ne pas interrompre le conférencier. Vous aurez tout le loisir de poser vos questions ensuite. Puis je vous parlerai un petit peu du Varrois Patriote, de ce qu'on organise prochainement. Et nous aurons les compagnons d'Ulysse avec qui nous sommes en partenariat sur cette conférence, sur ces cycles de conférences, qui vous présenteront leurs activités avec un petit diaporama, hein, je crois. Bravo. Quelques photos. Voilà, vous pouvez les applaudir, hein, c'est des jeunes. Toutes les générations sont présentes ici, c'est ça qui fait plaisir. Michel, on t'applaudit aussi, Michel. Parce que c'est ainsi qu'était la France autrefois, et c'est ainsi qu'elle doit redevenir. Toutes les générations doivent se rencontrer, hein, les plus jeunes bénéficiant de l'expérience des plus anciens, et les plus anciens étant revigorés, hein, face au contact des jeunes. C'est comme ça que ça fonctionne, et c'est ça qui est beau. Voilà. Merci aux compagnons d'Ulysse. Alors, petite présentation donc, de notre conférencier. Bien qu'il ne soit pas né à la Seine, Michel Avare est un authentique Sénois par la famille de sa mère, les Burgards. Il rentre à l'école de l'air à Salon de Provence pour devenir pilote, mais il doit abandonner ce projet pour des raisons de santé. Et après avoir fait l'école centrale, il obtient son diplôme d'ingénieur. Il va consacrer sa vie au métier d'ingénieur, ce qui devient pour lui une passion. En 40 ans d'activité, il a assisté au progrès technologique, tel qu'on peut l'entendre actuellement. Il a assisté donc, il est passé des calculs à la main, à la règle, à l'utilisation des ordinateurs. Son activité d'expert le conduit sur des chantiers à l'étranger, à la frontière du Yémen, à Médine en Arabie Saoudite, en Libye, en Tunisie, en Algérie, au Maroc et en Afrique noire dans des conditions parfois difficiles. Donc une expérience professionnelle très riche. Ça lui conduit aussi à former des ingénieurs en France et en Algérie. Après cette activité plus que débordante, il fait valoir ses droits à la retraite qu'il prend en 2008 et commence une nouvelle vie. Voilà, donc arrière-petit-fils de Louis Burgard, qui était constructeur de modèles réduits au chantier naval de la Seine et qui a travaillé ensuite à son compte pendant 20 ans. Michel va donc poursuivre son exemple et décide de s'engager dans le travail du bois. Donc il fait construire un atelier et consacre une partie de son temps aux activités du tournage sur bois. Il est membre de plusieurs associations françaises de tourneurs sur bois, dont ton association, je crois. Oui. Voilà. L'autre partie de son temps est consacrée à des recherches sur l'histoire de l'Afrique du Nord et tout récemment, hein, sans vouloir spoiler, sur les croisades, je crois. Je débute. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Michel qui va nous dire un petit peu ce qu'il amène, ce qu'il a amené à donner cette conférence et à faire ses recherches en histoire. Et je vous remercie de l'applaudir pour l'encourager. Merci beaucoup Michel. D'habitude, je forme des ingénieurs et ici, j'ai personne à former, mais je suis très content de
d'avoir ce public très divers. Donc, vous venez d'entendre que je suis allé en Arabie Saoudite et en 1975, mon premier voyage en Arabie Saoudite était à la frontière du Yémen. J'ai vu des choses abominables, en particulier sur la place publique, ils coupaient encore des mains et des têtes. Et en fait, je ne les ai pas vus, on voulait me les faire voir. Et puis, mon travail m'a pris et plutôt que de m'intéresser à autre chose que mon travail, j'ai acheté un livre que tout le monde peut avoir, dont le titre, traduit en français, s'appelle « Soumission ». Ce livre-là, je l'ai étudié pendant des années et au bout de 40 ans, j'ai pu comprendre ce qu'il y avait dans ce livre. Chaque fois que j'allais en Algérie, je me confrontais à des gens qui n'avaient pas une même, qui n'avaient pas la même religion que nous. Et chaque fois que je posais des questions, je m'apercevais que la personne me disait que ce que je disais en récitant des vers, c'était pas vrai. Donc, petit à petit, j'ai essayé de comprendre tout ça. Je me suis fait aider par des professeurs de droit islamique. Et à la suite de ça, j'ai tout compris. Donc, ce que je peux dire, c'est que ces gens-là, sauf le fait qu'ils ne sont pas tous vindicatifs, mais les textes sont très vindicatifs. Ceci étant dit, j'ai tout à fait par hasard, au moment de mes recherches, en cherchant sur Internet, j'ai découvert des choses abominables. En particulier, j'ai découvert le fait qu'il y avait beaucoup de Varois, de Sénois, de Toulonnais, de gens de Cassis, de Marseille, qui avaient été esclaves en Afrique du Nord, soit à Tripoli, soit à Tunis, soit à Alger, ou éventuellement au Maroc. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Je me dis, mais c'est pas possible de voir des listes avec des noms, des durées d'esclavage. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que je cherche. Donc, le sujet, vous comprenez bien, j'ai été obligé de le circonscrire à une période qui va, grosso modo, de 1500 jusqu'à 1830. Donc, c'est une période que j'ai choisie parce que c'est une période qui est assez bien documentée. J'anticipe un peu sur la suite. J'ai été obligé de chercher des sources. Vous savez, les sources, c'est soit Internet, mais vous avez des choses qui ne sont pas très bonnes. En revanche, vous avez la chance de pouvoir consulter des bibliothèques numériques. Et dans ces bibliothèques numériques, vous avez une infinité de livres que vous pouvez extraire des bibliothèques. C'est ainsi que j'ai parcouru toutes les bibliothèques possibles et imaginables pour trouver ce que je voulais chercher. Et en fait, j'ai trouvé surtout des récits qui ont été faits par des esclaves qui ont été libérés grâce à des prêtres rédempteurs. La plupart de ces prêtres rédempteurs, je vais en parler tout à l'heure, donc, ont permis de libérer des quantités phénoménales d'esclaves. Sachant que ces pirates barbaresques qui sillonnaient la Méditerranée n'avaient ni foi ni loi et arraisonnaient les bateaux, mettaient en esclavage l'équipage et les passagers, car à cette époque-là, il était plus facile de voyager par mer que de voyager par terre. L'exemple de l'esclavage de Saint François de Paul montre qu'il devait aller de Marseille jusqu'à Toulouse et il s'est fait prendre alors que le bateau allait de Marseille à Narbonne. Alors, maintenant, vous avez donc le titre de cette conférence et je vais vous parler de ce tableau qui a été peint.
c'est une entrée en matière, et comme c'est un tableau allégorique, c'est-à-dire que chaque élément du tableau décrit un point précis parmi une quantité d'autres points. Vous voyez ici un esclave qui vient d'être libéré, et à ses pieds, vous avez les chaînes, parce que à cette époque, tous les esclaves, ou la plupart des esclaves, traînaient des chaînes plus ou moins lourdes. Sur une de ses jambes, vous avez la marque de ces chaînes, et sur son bras, vous apercevez peut-être un tatouage. Cet esclave libéré a à côté de lui un enfant, qui est peut-être sa fille, qui représente la pureté. Et puis vous avez un chien qui est à côté, là, qui batifole comme ça. Plus au loin, vous apercevez des esclaves qui font appel à un bateau que vous apercevez, un bateau de la marine française. Vous voyez son drapeau rouge. Et ce drapeau, donc, ce bateau plutôt, vient libérer. Ce tableau a été peint par un peintre qui s'appelle François-André Vincent. Il a été commandé, alors on ne sait pas si c'est Jérôme Napoléon qui l'a commandé, mais bref, que ce soit lui qui l'ait commandé ou qui l'ait fait de sa propre initiative, ce tableau est magnifique, il est allégorique, il explique que Jérôme Bonaparte, qui est le petit frère de Napoléon, a commandé à son petit frère, qui à l'époque était gouverneur de la République de Gênes, qui avait été prise par Napoléon. Donc son frère était un marin averti, et Napoléon lui a donné l'ordre d'aller à Alger pour libérer 250 esclaves. Et donc ce tableau représente un des esclaves libérés. Pour votre information, il est parti avec beaucoup d'argent, et dans sa besace, il avait 45, je ne sais pas si je l'ai marqué, il avait une somme extraordinaire qui représente 8 tonnes de blé par esclave libéré, pour vous donner l'échelle de l'échange qui a été fait. Ça se passait en 1805. Et donc, Napoléon, qui avait pris Gênes, voulait libérer entièrement les esclaves italiens. Il avait du fil à retordre avec le dé d'Alger, mais ce dé d'Alger lui rendait bien, en ce sens qu'il ne voulait que faire la guerre. À la suite de cet événement, en 1805, vous ne le savez peut-être pas, mais Napoléon voulait faire en sorte de remettre le dé d'Alger dans le droit chemin. Et l'empêcher surtout de faire en sorte que les pirates barbaresques continuent à avoir leurs activités. Et j'anticipe un peu sur la suite pour vous dire que Napoléon a envoyé en 1808 un officier du génie qui s'était battu avant 1808 dans toutes les batailles de Napoléon. Il a envoyé cet officier du génie faire une enquête sur la ville d'Alger. Et donc, il a passé 3 mois pour relever entièrement les plans de la ville et des environs. Et pour votre information, quand il est reparti, il a eu maille à partir avec des pirates, il a pu quand même revenir à Paris. Je vous passe les détails de son retour. Et là, il a fait les plans de l'attaque d'Alger. Et c'est sur ces plans-là que les Français sont allés conquérir Alger, et surtout sont allés
libérer les esclaves qui étaient aux mains du Dey d'Alger. Donc, grâce au plan qu'il avait établi, les Français ont pu, donc c'était en 1808 que cet ingénieur a été envoyé à Alger, et c'est en 1830 que les Français sont arrivés à Alger. À partir de 1830, l'esclavage et les pirates barbaresques ont cessé. J'ai beaucoup parlé de ce sujet. On a perdu beaucoup de temps pour ces diapositives, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, où j'ai vu des listes d'esclaves libérés. Là, j'ai eu la chance, dans notre association, de retrouver dans les archives municipales des rapports concernant le paiement pour la libération des esclaves. Donc, je vous montre simplement ce document. Évidemment, c'est des documents qui sont manuscrits. Moi, je les ai remis proprement. Donc, cet esclavage se faisait essentiellement en Afrique du Nord, qu'on pourrait appeler plutôt l'Afrique septentrionale. Ça part, si vous voulez, d'Alexandrie en Égypte, ça passe par Benghazi, ça passe par Tripoli, puis Tunis. Enfin, vous avez toutes les petits dés de Bougie, de Constantine, d'Alger, d'Oran, etc., pour aller jusqu'à Ceuta, Tanger, et puis après vous redescendez le long de la côte océanique pour arriver à Rabat Salé, et Salé c'était un centre très 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 important d'esclavage. Ici je vous montre une liste que j'ai retrouvée en petits morceaux, la liste est à gauche, un petit morceau sur internet, et j'ai reconstitué cette liste. Vous avez donc encadré en rouge des esclaves qui ont été de La Seyne-sur-Mer qui ont été libérés. En bleu, vous avez des esclaves qui ont été libérés alors que les Français étaient allés batailler à l'arrache, et puis là, ils avaient perdu, ils se sont fait battre, et donc tous les équipages des bateaux ont été mis à l'esclavage. Je vous donne plus de détails sur cette libération des 190 esclaves du Maroc. À l'époque, c'était en 1767. À l'époque, donc, Louis Chénier, le père d'André Chénier, était consul général du Maroc. Et cette expédition qui a permis de libérer ces esclaves a permis de signer des traités de paix et de commerce que les Marocains n'ont jamais respectés comme d'habitude. Alors voici plus en détail la tête de cette liste, où on voit clairement que ce sont les prêtres rédempteurs qui ont libéré ces esclaves, sachant que le bateau était un bateau français qui amenait tous ces gens-là. Ils sont arrivés donc à Safi, et puis certaines personnes sont allées jusqu'à Marrakech, qui s'appelait à l'époque Maroc. Vous savez que le nom de Marrakech, le nom du Maroc, vient de Marrakech, qui était le nom habituel avant, qu'on appelle aujourd'hui Marrakech. Vous avez donc ici, vous avez la liste de l'équipage d'un petit bateau sénois qui faisait du trafic au Levant. Alors, ce n'est pas un gros bateau, vous voyez le nombre, non, ils ne sont pas très nombreux. Vous en avez de Toulon, vous en avez de Sanary, et vous avez le capitaine qui était sénois, vous le second qui était sénois aussi, et vous voyez que le capitaine donc, de ce bateau a 33 ans, et le second a 60 ans. Donc, ils ont été libérés après avoir passé environ 4 ans à Safi. Ensuite, je vous montre ici les militaires qui ont été libérés lorsque les Français sont allés batailler à l'arrache. Je vous montre le petit bateau, la barque, si vous voulez, des Seinois, qui est une barque qui a cette forme-là et qui a comme équipage les gens que vous avez vus tout à l'heure, où ils sont une quinzaine. Je passe vite sur ces listes, parce que quand j'ai étudié cet esclavage, je suis tombé sur des listes. Donc je vous présente ces listes. Vous voyez par exemple en 1785,
il y a 300 esclaves qui ont été libérés aussi par les prêtres rédempteurs. Je vous parlerai tout à l'heure encore des prêtres rédempteurs. Voilà par exemple une liste que vous allez être surpris de voir cette liste. Et cette liste comprend 300 noms de personnes avec tout un tas d'informations sur ces personnes. C'est affolant. Si vous regardez un peu le nom des régions d'où ils viennent, vous avez des personnes de toute la France. Et vous avez aussi des étrangers, vous avez évidemment des marins. Oui, donc là, c'est une première liste, une seconde liste et une troisième liste. Et là, en tout petit, encadré de rouge, vous avez donc un Sénois qui a été libéré après avoir passé 6 ans d'esclavage à Safi, donc au Maroc. Là, j'ai eu la chance de trouver, si vous voulez, c'est un peu un puzzle, j'ai eu la chance de trouver cette estampe qui montre donc que ces esclaves, les 300 qui ont été libérés, sont arrivés à Marseille. Et voilà une affiche qui a été publiée expliquant cette arrivée à Marseille. Ici, je reviens un peu bien en avant, en 1720, où vous avez, lorsque les esclaves libérés par les prêtres rédempteurs arrivent soit à Toulon, pour la plupart à Toulon, certains à Marseille, donc les prêtres sont allés les chercher, ont payé la rançon et les ont ramenés ici. Et ils avaient donc l'obligation de faire une procession, et cette procession allait quasiment jusqu'à Paris, qui est même plus loin, jusqu'à Cerfois, qui était Cerfois qui était un centre pour les ordres religieux des Trinitaires. Et il faisait le trajet donc de Marseille à Paris en s'arrêtant un peu partout. Il faisait à peu près 10-15 km dans la journée, et il s'arrêtait, il montait petit à petit, Avignon, ils arrivaient à Lyon, et ainsi de suite. Et certains donc allaient dans la région de Toulouse. Vous vous rendez compte, le trajet qu'ils devaient faire à pied, ça durait de nombreuses semaines. Voilà donc les processions qui se faisaient. Ici, je vous montre simplement cette liste donc, concernant cette procession, où vous pouvez voir de vous-même, encadré, souligné de rouge, combien de temps ces esclaves ont passé, sont restés esclaves ici, c'est au Maroc. Vous voyez, vous arrivez à voir que 4 ans, 40 ans, 38 ans, c'est abominable. Donc, ici, je vous montre une carte qui a été publiée par Le Monde, où on voit apparaître, si vous voulez, les différents esclavages, les traites, si vous voulez. Il faut connaître aussi les noms. Si vous voulez, la traite, ça signifie le commerce et le transport. Et ce n'est pas l'esclavage, la traite. L'esclavage se fait après. Donc, ce qu'on appelle traite, en particulier négrière, c'est le transport des personnes qui, après, sont vendues sur place dans les marchés aux esclaves. Ici, je vous ai mis en rouge en haut, vous avez les quantités, le nombre de personnes qui ont été transportées. Donc, du côté des Amériques, vous avez 14 millions de personnes qui ont été transportées pendant 300 ans. C'est-à-dire pendant la même période qui nous concerne, nous, concernant les esclaves blancs d'une façon générale. Et puis, vous avez de l'autre côté, vous avez 17 millions qui sont partis de l'autre côté. Mais la durée a été de 13 siècles, c'est-à-dire beaucoup plus longue. À l'heure actuelle, donc, on considère qu'il y a environ, du côté des Amériques, environ 100 millions de Noirs. Au moins 100 millions de Noirs. Mais de l'autre côté, ceux qui sont partis du côté du Levant, il n'y en a quasiment plus. On en trouve quelques-uns au Yémen. Ils ont tous été éliminés. Et pourquoi ils ont été éliminés ? Eh bien, tout simplement parce que, pour ne pas qu'ils se reproduisent, donc on leur a coupé les organes génitaux. Donc, alors, on les a coupés soit qu'une partie, soit la totalité, mais le but, c'était qu'ils ne devaient pas se reproduire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de Noirs quand vous êtes en Arabie Saoudite ou en Syrie
ou en Turquie, ou dans tous ces pays-là. Maintenant, vous avez ce que je vous ai montré, donc concernant l'Afrique du Nord, vous avez les esclaves qui venaient d'Afrique, et puis vous avez les esclaves qui venaient des pirates barbaresques. Plus vous avez un esclavage qui était interne, alors que vous aviez des tribus qui se battaient entre elles, et chaque fois qu'une tribu perdait, les soldats, si vous voulez, étaient mis à l'esclavage, ou étaient éventuellement revendus. Je ne vous parle pas de ce qui se passait en Afrique, qui est abominable. Vous avez peut-être entendu parler de Stanley, de Livingstone, et qui ont décrit des choses abominables. Moi, j'ai eu la chance de retrouver tous les livres de Livingstone. Tout ce qui s'est passé dans ces pays-là, c'est abominable. Donc, c'était une mort certaine lorsqu'il fallait partir du Tchad et aller vers Tripoli. Je vous montre maintenant, si vous voulez, plus en détail, donc ces trois formes d'esclavage. Donc, l'une qui est due aux pirates barbaresques, l'autre ce sont les habitants du Soudan, du Mali, de Mauritanie, du Burkina Faso d'aujourd'hui, si vous voulez, qui étaient pris, de Tombouctou en particulier, et qui étaient pris pour être esclaves au Maroc, en ce qu'on appelle l'Algérie aujourd'hui, dans les régences d'Alger, de Tripoli et de Tunis. Ici, maintenant, il faut que je vous parle de dates pour que vous compreniez bien tout ça. Alors, j'ai fait un tableau qui est un peu compliqué, mais de toute façon, vous avez qu'à m'écouter plutôt que de regarder le tableau. Donc, le problème que nous avons, il est essentiellement dû, l'esclavage est essentiellement dû, qui nous concerne, essentiellement dû aux arabos, qu'on appelle arabo-musulmans. Faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'arabes qui ne sont pas musulmans. Mais disons, ce sont des arabo-musulmans qui, eux, dans leurs préceptes, si vous voulez, ne sont, entre guillemets, gentils vis-à-vis des esclaves. Mais la réalité est tout autre chose. Ici, donc, on part de 570. Donc ça, c'est la naissance du prophète des Mahométans. À partir de l'année 6, donc il est né en 570. À partir de l'année 610, il commence à avoir ses révélations qui vont jusqu'en 622. Ces révélations, si vous lisez le livre Soumission, vous constaterez que toutes les sourates sont dans un ordre qui est aléatoire, alors qu'il est très facile de remettre tout ça dans l'ordre chronologique. Et moi, avec d'autres, on a mis donc les versets, les sourates et les versets dans un ordre qui est chronologique. Et on s'aperçoit donc qu'il y a deux périodes. C'est la première période, c'est la période de la Mecque, où Mohammed, si vous voulez, a des révélations qui sont assez pacifiques. En revanche, lorsqu'il est chassé de la Mecque, et là, je ne peux pas vous dire ce qu'il devient, mais vous devez le savoir, parce que sinon je vais aller au tribunal lorsqu'on lira la vidéo. Donc, c'est un guerrier. Il s'est marié avec Aïcha avec 6 ans. Vous tirez les conclusions que vous voulez sur ce sujet. Et puis, il avait le couteau facile. Donc, ensuite, donc, quand il est parti en 622, il est parti à Médine. Il avait qu'un état d'esprit, c'est la conquête, la conquête, la conquête. C'est ainsi qu'il va conquérir les Perses, il va conquérir tout ce qu'il peut conquérir, et il commence à partir vers l'Afrique du Nord. Ils partent aussi vers l'Afrique, naturellement, mais pour notre sujet qui nous intéresse, ils partent en Afrique du Nord. Donc, ils sont arrêtés dans la région de Tunis par des rois berbères, par Kossélia, dans les années 700, un petit peu avant 700. Évidemment, le roi Kossélia, il est battu. Ensuite, vous avez la reine Caïna. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la reine Caïna, qui les a battus 2 fois, a battu les Omeyyades 2 fois, et à la 3e fois, elle a été trahie et elle a été exécutée. Et ensuite, donc, c'est la conversion ou l'épée, comme vous voulez. Et donc, les Arabes ont entraîné les Berbères pour arriver en 715
à Gibraltar, et à partir de 715, ils ont remonté comme une fusée jusqu'à Toulouse, Narbonne, et surtout, ils ont été arrêtés par Charles d'Herstal, qui est Charles Martel. Le fils de son papa s'appelait d'Herstal. Puis, ils ont occupé toute la Méditerranée et ils ont été foutus à la porte en 973 par Guillaume Ier de Provence, dit le libérateur. Donc la Provence a été libérée de tous ces gens-là. À partir de cette période, et même avant, donc ils se sont... donc on va un peu avant... Alors, donc, il y a eu cette... je vous ai raconté jusqu'en 973. Mais je vais aller très vite sur ce qui concerne la Reconquista, qui s'est produite en Espagne et qui a duré environ 800 ans. Il a fallu 800 ans pour les déloger. Et une date qui est très importante, c'est la date de la prise de Grenade par Isabelle la catholique et Ferdinand son mari. Isabelle la catholique était de Castille et Ferdinand était d'Aragon. Et les deux royaumes se sont réunis lorsqu'ils se sont mariés. Et en 1492, c'est un peu compliqué pour vous de suivre tout ça, mais en 1492, donc, vous avez donc l'Espagne est redevenue chrétienne, et malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont posés du fait que il y avait encore des gens qui ne partageaient pas la religion chrétienne. Il y a eu l'Inquisition, qui était un gros malheur peut-être. Et puis ensuite, il a fallu attendre jusqu'en 1609 pour que Philippe III d'Espagne décide de foutre tous ces gens-là à la porte. Et puis donc l'Espagne a été quasiment libérée. Et c'est à partir de ce moment-là, un petit peu avant, que ces gens qui ont été mis à la porte, donc, se sont allés se réfugier en Afrique du Nord. Et à partir de là, ils ont commencé à ce que j'appelle, moi, la vengeance. Et la vengeance s'est manifestée donc par les pirates barbaresques qui se sont dit, on a été mis à la porte de l'Espagne, maintenant nous allons prendre notre revanche et nous allons mettre en esclavage tous les gens, on va les piller, on va les voler, on va faire tout pour les embêter. Donc, parmi les personnes qui ont commencé à procéder à cette vengeance, un des premiers, c'est Barberousse, les deux frères Barberousse, Haroun et Eredin Barberousse, qui eux étaient des enfants de chrétiens, nés dans une ville, dans une petite île qui s'appelle Lesbos, Mytilène avant, s'appelle Lesbos aujourd'hui, et ils se sont mis au service de l'Empire ottoman. Le dé d'Alger à l'époque, Euthémie, donc s'apercevait qu'il y avait des problèmes, ils avaient peur que les Espagnols viennent conquérir Alger, et à ce moment-là, le peignot d'Alger, si vous voulez, vous avez la ville, il y avait une petite île qui se trouvait juste devant et qui était conquise par les Espagnols. Et donc, Euthémie, le dé Euthémie a dit, je vais donc faire appel à Barberousse pour chasser les Espagnols. Alors, Barberousse est bien arrivé ici, seulement le problème, c'est que, à un moment, comme ils font d'habitude, donc Euthémie est allé prendre son bain, et puis il n'est pas sorti du bain. Vous avez compris la suite. Et donc Barberousse est donc devenu le maître d'Alger. Bon, il était maître aussi de Bougie, de Constantine. Alors, maintenant que je vous ai parlé de cette période qui commence, si vous voulez, dans les années à peu près 1500, et qui vont se terminer en 1830, comme je vous l'ai dit, parallèlement, vous avez les François Ier qui, à 20 ans, lorsqu'il est devenu roi, en 1515, a gagné la bataille de Marignan. Cette bataille de Marignan a été une véritable victoire, et à l'école, on ne nous parle que de la bataille de Marignan. Mais il faut savoir que 10 ans plus tard, il y a eu la bataille de Pavie contre Charles Quint, et là, il a perdu à plat de couture.
il a donc été fait prisonnier, et en étant prisonnier, il s'est posé des questions, comment il pouvait reprendre le dessus par rapport à Charles Quint. Donc il a été libéré en payant une forte rançon et en mettant à sa place ses 2 enfants. Puis, aidé par sa mère, j'ai oublié le nom, mais vous la retrouverez, sa mère, donc pour lutter contre Charles Quint, il décide de faire un accord avec Soliman le Magnifique, et donc on commence à avoir des accords avec l'Empire ottoman. Vous voyez ici, donc vous avez ici écrit en bleu le négociateur qui s'appelle Jean de la Forêt, et donc ils ont fait ce qu'on appelle des capitulations. Les capitulations, ça ressemble à des traités. Si vous voulez, comme il y avait des pirates barbaresques qui sillonnaient la Méditerranée, donc ils ont essayé de trouver des accords, et parmi les accords signés, voilà ce qu'il y a dans les capitulations. Donc, la première chose, c'est la cessation des hostilités, mais les hostilités, ce n'étaient pas les Français, c'était eux. Ensuite, il y avait la libération des captifs, des esclaves, si vous voulez, et ensuite la restauration des prises, c'est-à-dire, en fait, les bateaux qui avaient été pris. Puis, je vous laisse deviner la suite. Après, on parle dans ces accords du commerce, de la navigation, et puis tout un tas de choses. Enfin, on parle quand même en définitive de faire la paix. Et ces capitulations, vous en avez eu 6 qui se sont suivies jusque sous Louis XVI et même après. Donc vous avez tous les rois de France qui ont baissé la tête, malheureusement, et donc se sont alliés à l'Empire ottoman, si bien que dans la bataille de Lépante qui a eu lieu en 1571, cette bataille de Lépante, les Français n'y participent pas. Le chef, si vous voulez, de l'armada, qui était le fils de Charles Quint, était associé, c'était la Sainte Alliance, ils étaient associés à la République de Gênes, à la République de Venise, à la République de Racuse, etc. etc. Et la victoire de Lépante, cette bataille de Lépante qui a eu lieu donc, en 1571, a donné un coup d'arrêt au piratage. Mais à cette bataille assistait donc Cervantes. Et tout ce que vous allez lire sur Cervantes, je vous conseille puisque c'est très intéressant, vous verrez, je vais en parler tout à l'heure de Cervantes. Cervantes a été un des premiers à lutter contre ce que j'appelle l'islamisme. Et on oublie ces passages. Mais je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Ensuite, donc, les conséquences des premières capitulations, c'est que le champ libre a été donné à l'Empire ottoman qui s'est pas gêné pour aller investir, pour aller conquérir, si vous voulez, la Roumanie, la Bulgarie, Budapest. C'est pour ça que vous avez, par exemple, dans le Kosovo, vous avez tout un tas de gens qui partagent ces préceptes-là. Vous avez l'Albanie, etc. Et surtout, en ce moment, vous avez la Bosnie qui, elle, est divisée en 2. Je vous conseille de vous intéresser à la Bosnie, qui est un problème actuel très important. Alors, qui sont ces pirates barbaresques? Évidemment, ce sont les Turcs de l'Empire ottoman qui sont venus mettre main basse sur toutes ces régences d'Alger, de Tunis, de Tripoli, et qui ont supplanté, si vous voulez, les Arabes. Alors, il y a une question que vous pourriez me poser, c'est comment se fait-il que les Turcs, les Ottomans, si vous voulez, comment se fait-il que ces gens-là ont les mêmes préceptes que les Arabes? Alors, je vous laisse chercher sur Internet, vous n'arriverez pas à trouver. En fait, les Turcs, ou les Seljoukides qui étaient avant les Turcs, ont trouvé que les préceptes étaient très 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 bien parce que ça permettait de guider les hommes. Vous avez tout à l'intérieur, vous avez les règles de droit, vous avez un peu de religion, vous avez tout est mélangé, et ça vous permet de diriger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe avec la Turquie. Je ne vous fais pas de dessin sur ce sujet. Ensuite, vous avez donc ces pirates avaient, enfin, d'une façon générale, ces Ottomans faisaient des razzias sur la côte.
Vous avez une des premières razzias qui a été faite bien avant, c'est la razzia qui a été faite au Brusque, qui n'est pas loin d'ici, qui s'appelle la razzia de Malogineste. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Malogineste. Il y a une avenue à Sifour au Brusque qui s'appelle l'avenue de Malogineste. En fait, c'était les Sarrasins qui sont venus attaquer le Sifour, alors que les habitants habitaient là où il y a le fort, là où ils étaient là-haut. Et cette bataille a été gagnée par les Sifournais, qui ont foutu à la porte les Sarrasins. Puis, quelques ans plus tard, je vous en ai déjà un peu parlé, donc vous avez le Guillaume Ier de Provence qui les a foutus complètement à la porte alors qu'ils étaient dans le golfe de Saint-Tropez. Alors, à l'origine, ils venaient de la région de Cordoue qui a été prise par les Omeyyades quelques années après l'arrivée, le passage à Gibraltar. Et là, vous avez ici le port de Toulon. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Non, pardon, je reviens en arrière. Vous avez ici le port de Toulon. Vous le reconnaissez, le port de Toulon, hein? Vous le voyez en haut, vous voyez. Et puis là, vous avez toutes les galères de Barberousse. Et sur la droite, vous avez les galions français. Donc, Barberousse et François Ier s'étaient mis d'accord pour que Barberousse passe l'hiver de 1544 à Toulon. Au cours de ce séjour à Toulon des Barbaresques, ça a été des véritables ravages, si vous arrivez à trouver des textes sur ce sujet. Mais vous avez l'abbé Morand, qui était un prêtre d'Antibes. Ce prêtre, donc, a eu l'opportunité de partir avec l'escadre française. Et l'escadre française, constituée par 4 galions, est allée accompagner Barberousse qui rejoignait Constantinople. Et au cours de ce voyage, vous voyez ici, ça c'est le trajet que j'ai retracé, et chaque fois que vous avez un point qui touche la terre, c'était des massacres, des tueries, des prises d'esclaves. Et quand ils sont arrivés quelque temps après à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, ils avaient sur leur galère, ils avaient 20 000 esclaves. Alors, ces esclaves, donc c'était en 1544, ces esclaves, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus. Ensuite, ils capturaient évidemment les vaisseaux de commerce qui faisaient du trafic entre Marseille et le Levant. Et c'était toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils arrivaient avec des faux pavillons et ils arrivaient avec des galères. Je vais vous montrer la galère. Si vous voulez, ces galères, c'était des galères qui allaient qui étaient beaucoup plus rapides que les galions ou les bateaux de transport, et grâce aux rames et grâce aux voiles. Et ceux qui agitaient les rames, c'était évidemment des esclaves européens. Lorsque le bateau de commerce était pris par les pirates barbaresques, à ce moment-là, il y avait une bataille. Et c'était vite fait, soit on se rendait, soit on devenait esclave. Et les batailles, en général, sont très très rudes. Tous les récits que j'ai montrent que ça a toujours été difficile pour les bateaux arraisonnés de résister. Parce qu'ils arrivaient en nombre et ils étaient très 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 motivés parce qu'au bout, vous aviez chez eux, vous aviez la récompense parce qu'après, les esclaves se vendaient, le bateau se vendait et le dé d'Alger ou le dé de Tunis ou le sultan du Maroc donc profitait beaucoup, avait un gros pourcentage sur les prises qui ont été faites. Ici, vous avez le butin après la capture, donc là, c'est très tourmenté. Ce sont des estampes qui datent des années 1650 à peu près, que j'ai retrouvées, que j'ai un peu arrangées, si vous voulez. Et puis, là, vous avez ici ce qu'on appelle le marché aux esclaves. Et dans ce marché aux esclaves, donc, on regardait si
C'était un marché au plus offrant. On regardait si les gens avaient les mains blanches ou s'ils avaient les mains usées pour savoir s'ils représentaient un bon potentiel pour être revendus. On essayait de chercher, ils essayaient aussi de chercher s'il y avait par exemple des personnes qui avaient des familles riches, soit en Hollande, soit en Espagne, soit en France, en Italie ou même au Danemark. C'était quelque chose d'éprouvant. Et puis vous avez ici des tableaux qui représentent, donc, que vous trouvez sur Internet. Et en fait, ce n'est pas la réalité, parce que tous les livres des anciens esclaves libérés ne parlent jamais de femmes nues. Jamais j'ai entendu parler de ça. Donc je passe vite là-dessus. Le travail de ces esclaves, eh bien, c'est le travail de Romains. C'est-à-dire qu'ils travaillaient dans des carrières, ils s'occupaient des villes choses. Pour certains des Espagnols qui connaissaient bien le travail de charpentier, donc les faire en charpentier. Mais je veux dire que par là qu'ils n'arrêtaient pas de faire souffrir et surtout ne leur donnaient pas beaucoup à manger. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas un génocide, parce qu'ils préféraient les garder vivants pour pouvoir les revendre ou les exploiter. Ça, faut le savoir. Et justement, c'est un différend qui existe entre Taubira et puis d'autres historiens. Donc en fait, c'est totalement différent. Moi, je vous parle que de cet esclavage, donc en Afrique du Nord. Je ne vous parle pas du reste et de l'esclavage des Noirs, ou la traite des Noirs. Là, vous avez, en 1816, vous avez un officier anglais qui est allé donc, à Alger et qui a vu des choses absolument abominables. Et là, donc, dans son livre qui est écrit en anglais, que j'ai retraduit, j'ai retrouvé ces deux estampes, dont je vous en montre une de ces estampes. Les esclaves, eux, si vous voulez, étaient très malmenés. Et surtout, ils étaient éventuellement punis s'ils faisaient des choses qui ne leur plaisaient pas. En particulier, ça va vous faire peur, mais je vais aller vite là-dessus. Donc, je vais vous montrer les peines qui étaient appliquées aux esclaves. Il faut savoir que le code musulman prévoyait des peines absolument abominables, et ça n'a rien à voir avec le code noir dont on a parlé récemment, puisque vous savez que maintenant, concernant l'esclavage des Noirs aux Amériques, donc vous avez les Français qui ont fait ce qu'on appelle le code noir. Le code noir, donc, a un objectif qui est c'est pas beau du tout, si vous voulez. En fait, on considère que ce code noir a été fait par Richelieu. C'est pas Richelieu qui l'a signé, c'est le fils de Richelieu qui s'appelle Seignelay de Richelieu. Mais ce code noir, c'est pas beau ce que nous avons fait nous. En revanche, ce que ont fait donc les Mahométans, c'est pire. Et voilà par exemple quelques exemples. Je vous les passe en vitesse. Je vais vous montrer quelques détails. Voici des détails. Si vous voulez, suivant les peines, vous voyez, non-respect des lois mahométanes, donc vous êtes brûlé vif. Si vous, pour des motifs quelconques, vous êtes soumis à ce qu'on appelle la falaka. La falaka, vous le voyez en haut à droite, c'est en fait, on tape sur les pieds. Et quand vous avez reçu 50 coups, c'est déjà pas mal. Quand vous en recevez 100, ça commence à être dur. Quand vous en recevez 500, vous êtes sûr que vous êtes à moitié mort, et à 1000, vous êtes complètement mort. Vous voyez? Et ça dure des heures et des heures. Et puis vous avez pour des motifs de trahison, vous avez des gens qui sont empalés, tels que vous voyez là. Et puis, ce qui est le pire, tout est pire dans ce cas-là. Vous avez les esclaves qui sont emmurés. Alors, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous parler d'une histoire d'esclaves emmurés, mais c'est absolument abominable. Ensuite, donc, vous avez les esclaves sont libérés. Vous avez plusieurs façons. Soit une puissance étrangère intervient, soit vous avez les prêtres rédempteurs dont je vous ai parlé qui interviennent et qui payent rançon, soit vous avez les familles qui envoient de l'argent par un bateau, et puis vous avez l'esclave qui est libéré. Vous avez l'évasion qui est exceptionnelle. Je vous en montrerai le cas d'une.
ou la conversion au mahométisme. Alors voilà par exemple une diapo qui est le bombardement d'Alger par la flotte anglo-hollandaise qui est dirigée par le Lord Exmouth en 1816. Les Hollandais en avaient marre d'avoir leur bateau qui était piraté et donc ils ont décidé d'envoyer un certain nombre de bateaux, comme vous voyez sur ce tableau, et qui ont rejoint la flotte anglaise et ils sont allés bombarder Alger. Alors ça s'est terminé par beaucoup de dégâts à Alger. Ils ont quand même pu libérer pas mal d'esclaves. Ensuite, vous avez ici ce dessin-là qui représente ce qu'on appelle donc suite à la guerre entre les barbaresques et les Américains. Parce que je vous ai beaucoup parlé des Européens, mais les Américains ont été nombreux à être esclaves. Soit parce que les bateaux qui partaient des États-Unis, alors que les États-Unis venaient de naître, et donc il y avait un commerce qui se faisait avec le Levant, et les bateaux donc étaient pour la plupart arraisonnés. Et les Américains avaient l'habitude de payer un tribut. Et à un certain moment, ils ont décidé de ne plus payer ce tribut. Et à partir de là, ils se sont aperçus que les Tripolitains en particulier commençaient à exagérer. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'a été créé l'US Navy. Ils ont fabriqué 4 bateaux, et 4 bateaux qui ont été des bateaux au top du top, parce qu'ils avaient pas beaucoup de tirants d'eau, ils étaient très rapides, et surtout, ils avaient une coque qui était constituée par des plaques de bois dont l'épaisseur était à peu près ça. Et vous avez 3 plaques de bois, d'un bois spécial, de bois de Californie. Ce bois de Californie était un bois qui, lorsque le boulet venait frapper la coque, le boulet rebondissait. Donc il y a des études qui ont été faites récemment sur ce sujet. Ensuite, vous avez ici, est-ce que vous reconnaissez cette tête ? Vous ne reconnaissez pas cette tête ? Pourtant, il y a le nom qui est écrit dessous. C'est le tableau qui a été fait par un peintre qui s'appelle Paulin-Guérin. Et ce tableau représente François Athanase Charette de la Contrie, qui est né en 1763 et qui est mort fusillé en 1796. Donc, si vous avez vu le film donc, Vaincre ou mourir, vous avez sans doute entendu parler de Charette. Et Charette, avant d'être général Charette en Vendée, il était un officier de la marine royale. Et Charette, donc je vous l'ai mis sur le côté ici, il a passé environ 15 mois à lutter contre les pirates barbaresques à partir de Toulon. Donc le roi Louis XVI lui a confié donc des missions d'aller chasser les pirates barbaresques et d'autres pirates comme des pirates ottomans dans ces régions-là. Et aussi vous avez des pirates grecs. Vous savez que la Grèce était occupée par l'Empire ottoman, et quand on parle il y a une confusion à ce sujet, quand on parle des pirates grecs, ce ne sont pas des pirates grecs tels que des Grecs, puisque l'Empire ottoman occupait la Grèce. Pour votre information, la Grèce est devenue Grèce en 1830. Vous l'avez peut-être oublié, mais la Grèce s'est libérée très tard de l'Empire ottoman. Voilà pour Charette. Ensuite, la libération des ordres rédempteurs. Donc il existe 2 ordres rédempteurs. Je vous ai montré, en haut vous avez leur signe, si vous voulez. Le signe de gauche, c'est le signe qui existait tout à fait au début. C'est une jolie croix. En revanche, ensuite, ils sont passés à la croix que vous voyez à droite. Pardon. J'ai appuyé sur le bouton. Voilà, vous l'avez là. Et ces ordres rédempteurs, il y a 2 ordres rédempteurs. Les ordres rédempteurs des Trinitaires. Ce sont des prêtres qui ont eu comme vocation
d'abord, ce sont des prêtres, donc ils ont eu comme vœu, si vous voulez, la pauvreté, l'obéissance, et le troisième, c'est de rester célibataire, de chasteté, pardon, vous le savez mieux que moi. Et oui, parce que moi, je fais mes débuts dans la religion chrétienne, alors donc j'ai encore à apprendre, quoique quand je parle à des chrétiens de Saint-Benoît, ils ne savent pas qui est Saint-Benoît. Quand je parle de Saint-Maurice, ils ne savent pas non plus. Et quand je parle de Sainte-Monique, ils ne savent pas non plus. Mais enfin, ils savent qui est Saint-Augustin, qui est le fils de Sainte-Monique. Alors, donc, celui qui a décidé de créer cet ordre, c'est Jean de Matha, dont vous avez sans doute entendu parler. Et leur objectif, c'était de libérer des esclaves, mais vous voyez que ça s'est passé dans les années au XIIe siècle. Et pourquoi ça a été créé à cette époque-là? C'est parce que à l'époque, pendant l'occupation de l'Espagne par les Mahométans, les chrétiens étaient mis à l'esclavage, il ne faut pas oublier. Et quand on nous dit aujourd'hui qu'il existe deux civilisations qui ont cohabité, je n'en comprends pas un mot, moi. En revanche, pour tous les bâtiments, vous savez que l'Espagne est très belle, vous avez des magnifiques bâtiments, je vais vous dire, ils ont été pour l'essentiel construits par des esclaves. Je ne vous en dis pas plus sur ce sujet. Donc, voici par exemple une estampe qui représente donc la libération des esclaves par les prêtres trinitaires. Ces prêtres trinitaires, vous voyez sur leur poitrine la croix, donc, que vous avez vu tout à l'heure, et donc ils arrivent là-bas pour payer la rançon. Et quand ils reviennent ici, ils écrivent un livre, et vous voyez dans ces livres, si vous voulez, ces colonnes d'esclaves libérés. Ici, vous avez maintenant l'ordre des mercédaires, l'ordre de la merci. J'ai essayé de vous ressortir leur étendard. Là, ça a été aussi créé à peu près à la même période par Pierre de Nolasque. Et donc l'objectif, c'était le même que celui des Trinitaires. Et pour votre information, vous savez que ces gens-là ont libéré des quantités d'esclaves. On trouve des tas de livres à ce sujet où ils expliquent donc la libération. Et vous avez surtout, il ne faut pas oublier que comme ils faisaient du bien, la Révolution française les a interdits. Depuis, bon, ils ont réexisté, mais pendant cette période, ils ont été interdits. Et je vous laisse penser ce que vous voulez sur ce sujet. Ensuite, l'esclave pouvait être, lui, et alors, les familles pouvaient envoyer de l'argent par des capitaines. Alors, dans un des livres d'un des esclaves, il explique comment donc, les parents doivent envoyer de l'argent. Il faut savoir que s'ils donnent de l'argent au capitaine, le capitaine profite de cet argent, achète des produits, les revend avec l'argent qu'on lui a donné, puis il les revend, il gagne un peu d'argent, il les revend, etc. Et puis finalement, l'argent arrive pour libérer l'esclave 1 an ou 2 ans après. Le plus beau, si vous voulez, dans cette libération des esclaves, c'est l'évasion des esclaves. Ici, vous avez un esclave qui est un Anglais qui s'appelle Francis Brooke. Francis Brooke, lui, a fait un exploit extraordinaire. C'est qu'il est parti de Meknès. Il est arrivé à Salé, donc Salé-Rabat, vous connaissez sans doute, pour aller jusqu'à une ville qui appartenait à l'Espagne, qui s'appelle Mazagran, qui aujourd'hui s'appelle El Jedija. J'ai mal prononcé, mais c'est pas grave. Et donc, en fait, il a parcouru 300 km en, je crois, 16 jours. 16 jours. Donc, c'est véritablement un exploit. Il décrit tout son voyage en détail. C'est affolant. Parce qu'à l'époque, vous aviez, au Maroc, dans cette période, donc en 1600 et quelques, vous aviez des lions. Vous trouvez des lions, des panthères, etc. Ici, maintenant, j'ai presque terminé, mais je voudrais vous montrer quelques exemples d'esclaves qui ont été esclaves. Donc, ici, c'est à Constantine, je crois. Et Filippo Filippi était un peintre très très connu
dans la région de Florence. Il est allé faire un tour de bateau, il a été pris par les pirates barbaresques. Et c'est une chose qui paraît incroyable, mais vous voyez un tableau qui a été fait et qui existe qui est dans le musée de Cherbourg et qui représente donc Fra Filippo Lippi qui est en train de dessiner sur un mur le portrait du dé de Constantine. Et le dé de Constantine était tellement content de voir ce portrait qu'il a dit bah, toi, je vais te libérer avec tous tes amis. C'est une chose absolument incroyable. Alors j'ai retrouvé ça dans des livres italiens après avoir beaucoup fouillé. Ici maintenant vous avez le Diego de Laedo. Diego de Laedo, c'est un Espagnol qui lui est un des seuls à avoir décrit tout ce qui s'est passé en Afrique du Nord, des us et coutumes de ces gens-là. C'est un chef-d'œuvre, ce qu'a écrit donc Diego de Laedo. Ensuite, vous avez évidemment Cervantes, dont je vous ai dit quelques mots tout à l'heure. Cervantes donc, est très connu par Don Quichotte, naturellement, mais aussi il a écrit des livres dont on a des difficultés. Il a écrit Le Captif, c'est-à-dire les 5 ans qu'il a passé en prisonnier. Alors, il a participé à la bataille de Lépante et il a été blessé. Vous savez qu'il a eu le bras gauche qui a été abîmé. Puis, il est allé dans la région de Rome. Puis, de Rome, après, il a décidé de revenir en Espagne et avec son frère. Et c'est au large d'Aigues-Mortes qu'il a été pris par les pirates barbaresques. Et donc, lui, il a passé 5 ans à Alger. Et lui, c'est un des rares à décrire ce qu'il a vu là-bas. Et il a parlé de la vie à Alger et les bagnes d'Alger. Parce que les bagnes d'Alger, si vous voulez, c'est pour ne pas que les esclaves s'échappent, on les faisait rentrer dans des trous. Est-ce que vous connaissez les glacières de la Sainte-Baume? Vous voyez, les glacières de la Sainte-Baume, ce sont des gros cylindres. Donc, les cylindres étaient de moindre diamètre. Et puis, vous avez en tête, c'était couvert par des ferrailles. Et puis, à partir du milieu, vous avez une corde dans laquelle on pouvait descendre. Donc, ils descendaient les esclaves là et qui croupissaient ils avaient leur excrément qui était là. Il fallait payer pour les remonter. Donc, il y avait un gardien qui était là-haut. Et tous les soirs, c'est pareil, on les descendait là. Alors, vous aviez ça à Tanger, vous avez ça à Salé, vous avez ça à Tunis, vous avez ça, etc. Et donc, c'était une façon de les empêcher de s'évader. Avant d'aller plus loin, je vais vous lire un petit passage qui a été écrit par Cervantes. Excusez-moi, je vais le retrouver. Il y en a pour quelques instants. Retrouver. Voilà. Voilà. Alors, écoutez-moi bien. Voilà ce qu'écrit Cervantes. J'étais donc un des captifs en rançon, car, comme on sut que j'étais capitaine, encore que j'eusse dit mon peu de ressources et mon manque de biens, je n'obtins point de n'être pas parmi les membres des gentilshommes et gens en rançon. L'on me mit une chaîne, plutôt en signe de rançon que pour me garder par ce moyen, et ainsi je passai ma vie en ce bagne, avec beaucoup d'autres cavaliers et gens de condition marquée et tenus pour être de rachat. Et quoique la faim et le dénuement nous pussent tourmenter quelquefois, et même quasi toujours, rien ne nous tourmentait tant que d'ouïr et voir à chaque pas les cruautés jamais vues ni ouïes dont mon maître usait avec les chrétiens. Chaque jour, il en faisait pendre quelqu'un, ou empaler celui-ci, ou essoriller celui-là. Essoriller, ça veut dire couper les oreilles. Chaque jour, il en faisait pendre quelqu'un, ou empaler celui-ci, sans motif que les Turcs reconnaissaient eux-mêmes qu'ils le faisaient seulement pour le faire, parce que c'était son humeur naturelle d'être le meurtrier de tout le genre humain. Voilà ce qu'écrit Cervantes
lorsqu'il était esclave à Alger. Là, vous avez un livre qui a été écrit par François de Vintimille-du-Luc, donc d'ici, si quelqu'un d'ici, qui était chevalier de Malte, et il avait décidé de rejoindre Malte, et il a utilisé saugrenu de venir attaquer la région de Tunis. Et là, manque de chance, son expédition a mal tourné, et il a été fait esclave. Il a raconté cet esclavage qui est abominable. Il a pu quand même se libérer en empruntant de l'argent à un négociant qui venait trafiquer dans la région de Tunis. Ensuite, vous avez l'Odyssée du Châtelet des Baux. Je passe vite sur celui-là. Et là, je voudrais m'arrêter quelques instants sur Saint Vincent de Paul, qui a été esclave, donc je vous ai dit quelques mots. Il avait décidé, il devait toucher un héritage et il devait aller de Marseille à Toulouse. Et donc il a décidé de prendre le bateau et en cours de route, toujours à peu près au même endroit où Cervantes a été fait prisonnier, donc il s'est fait prendre par les pirates barbaresques. Il a passé 2 ans à Tunis et au cours de ces 2 années, il a été vendu plusieurs fois et il a quand même été à un certain moment vendu à un renégat. Renégat, c'est un gars qui change de religion. Et en changeant de religion, il est arrivé à le convaincre et puis finalement, il a pu s'échapper pour venir en France. Et à partir de là, donc Saint Vincent de Paul a eu des actions très très positives pour la libération des esclaves. Vous avez entendu parler naturellement de Saint Vincent de Paul. Ici maintenant, je vous parle en vitesse d'Emmanuel d'Aranda. D'Aranda, c'était un Hollandais qui, lui, est venu. Vous savez qu'à l'époque, donc, on parlait espagnol en Espagne naturellement, mais en Hollande, c'était aussi espagnol. Et donc, Emmanuel d'Aranda a décidé d'aller visiter l'Espagne. Après avoir visité l'Espagne avec ses amis, il a décidé de se retrouver vers Bayonne et puis de reprendre le bateau pour rentrer en Hollande. Manque de chance, il a été pris par les pirates barbaresques et il était conduit dans la régence d'Alger. Dans cette régence d'Alger, il a subi les pires choses, en particulier, comme il était un peu gringalé par rapport à ses amis, ils étaient 4, et il avait du mal à porter les sacs de blé, de grains de blé et les monter dans un grenier. Mais il se trouve que sa famille avait pu avoir, au cours d'affrontements navals, avait pu prendre un bateau où il y avait des Turcs. Et ces Turcs donc, ont été échangés avec Emmanuel d'Aranda. Donc c'est un cas particulier où ils ont pu... Alors, je ne vous raconte pas l'histoire parce qu'elle est romanesque, mais elle est très longue à raconter. Je continue pour vous parler maintenant de Pierre-Martin de la Martinière, qui lui est un parent de Saint-Vincent de Sales. Je ne sais pas si vous savez qui est Saint-Vincent de Sales. Saint-Vincent de Sales, c'est l'évêque de Genève. Et Saint-François, j'avais dit quoi ? Saint-François de Sales, tout à fait. Et lui, il quitte Paris alors qu'il a 9 ans pour aller voir son cousin, Saint-François de Sales, qui était dans la région de Genève. Et puis en cours de route, il rencontre des soldats. Il est embrigadé par ces soldats du temps de Louis XIV. Et donc, à la suite de ça, il a la chance de rencontrer une sorte de médecin qui lui explique toute la médecine. Et puis, donc, il se met à soigner les soldats. Il a été fait prisonnier à la bataille de Lérida. Puis, le lieutenant qui était avec lui avait été soigné. Et donc, ils se sont liés d'amitié. Il est parti vers Tolède. De Tolède, il est allé à Lisbonne. À Lisbonne, au lieu de rentrer dans son pays, il a dit « Je vais visiter les Indes ». Et puis, en cours de route, il a été fait prisonnier. Et là, il s'est trouvé une vocation de chirurgien sur le bateau. Et donc, il a été donc esclave à Salé. Il a fait beaucoup de navigation comme
comme chirurgien, si vous voulez, pour soigner les plaies et autres. Et puis, son bateau de Salé s'est échoué dans la région d'Algésiras. Et puis, il a été donc libéré. À partir de là, il a voulu repartir à Rome. Et en cours de son voyage, il a été à nouveau repris. Il a été esclave à Alger. Puis, il a toujours eu cette activité de chirurgien. Et puis, les pirates d'Alger donc, sont allés se frotter avec les Maltais. Et là, ils ont perdu. Et puis, il a été libéré par les chevaliers de Malte. Enfin, Germain Mouette. Donc, Germain Mouette, c'est mon favori parmi les esclaves parce qu'il se trouve qu'il avait avec lui un dénommé Pierre Havard, qui porte le même nom que moi. Donc, il est possible que Pierre Havard soit peut-être de ma famille parce que c'était un Normand. J'ai fait des recherches. Je me suis rendu compte que Pierre Havard était devenu après corsaire du roi. Et donc je pense qu'il a largement pu prendre sa revanche. Quant à Germain Mouette, lui, il a été libéré aussi par des prêtres rédempteurs. J'ai l'histoire des prêtres d'un côté et j'ai son histoire à lui. Et vous voyez peut-être qu'il a écrit 2 livres. Un qui est la relation de captivité, tout en détail. C'est fantastique ce qu'il raconte. Et l'autre, c'est l'histoire du sultan Moulay Rachid et Moulay Ismaël. Voilà, sur ce qui s'est passé à l'époque. Et donc, quand ils sont revenus à Marseille, ils sont venus ici à Toulon. Et de Toulon, ils sont allés déposer un ex-voto à la chapelle Sainte-Anne, qui se trouve... non, pas loin, la chapelle Sainte-Anne, donc qui se trouve quand vous prenez la route qui va vers... vous voyez pas cette chapelle Sainte-Anne? C'est pas Sainte-Anne du Castellet. Enfin bref, chapelle Sainte-Anne. Non. Avec Christiane, on est allé dans cette chapelle pour retrouver les autos. On n'a pas retrouvé parce qu'il avait dû être saccagé pendant la Révolution. Voilà.